Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de ce samedi 6 janvier. Voici les titres. L'expérience ivoirienne en matière de genre cite au nombre des bonnes pratiques pour l'atteinte des objectifs de développement durable en Afrique. Lors d'une rencontre en Éthiopie, le compendium des compétences féminines a été présenté comme un modèle. Sur le terrain de la santé, la Côte d'Ivoire s'active pour de meilleurs résultats. La lutte contre le paludisme s'intensifie. Les agents du programme national de lutte contre le paludisme sont en campagne à Abidjan et à Yamoussoukro. Les populations sont sensibilisées pour éviter la maladie. L'État ivoirien veut une autosuffisance en protéines animales d'ici à 2020. Le besoin est estimé à 600 000 tonnes. Pour combler donc le besoin en protéines animales, les autorités mettent en place le programme d'appui à la résilience des systèmes agro-pastoraux. Au moins 25 personnes sont mortes noyées au large de la Libye dans le naufrage d'une embarcation transportant jusqu'à 150 migrants. Les gardes-côtes italiens poursuivent les recherches pour retrouver des survivants. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Ajouté au sommaire de cette édition, notre rendez-vous culturel du samedi. Nous parlerons aujourd'hui réussite scolaire et estudiantine. Quelles sont les clés pour avoir du succès à l'école ou à l'université? Notre invité de ce 20h, M. Lardia Philippe, acteur, scénariste, écrivain, conférencier, propose des recettes dans son ouvrage intitulé « Les clés de la réussite scolaire et estudiantine ». Pour l'auteur, il existe des secrets cachés de la réussite. L'élève, l'étudiant doivent connaître et les assimiler. Bienvenue, M. Lardia Philippe, sur notre plateau. Bonsoir. Alors, vous faites appeler aussi coach Lardia. Pourquoi? Coach Lardia parce que je motive l'étudiant à faire sortir le potentiel qui est en lui. C'est important parce qu'il faut que l'étudiant puisse vraiment donner le meilleur de lui-même pour pouvoir avoir de bons résultats à l'école. Oui, et justement, nous allons en parler tout à l'heure puisque dans votre ouvrage, vous parlez des clés de la réussite scolaire et estudiantine. Vous nous direz quelles sont ces clés, où les trouver et surtout comment les manipuler sur le chemin de la réussite. À tout à l'heure, ce sera dans une trentaine de minutes dans la page culture. Ok, merci. Commençons par la promotion du genre. L'expérience ivoirienne a été citée au nombre des bonnes pratiques pour l'atteinte des ODD en Afrique. La Côte d'Ivoire et 3 autres pays ont partagé leurs expériences à Addis Abeba en Éthiopie lors d'une rencontre de coopération Sud-Sud. À cette réunion, le compendium des compétences féminines a été présenté comme un modèle de réussite. On en sait plus avec Franck Quadio. Éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous, les Nations Unies inscrivent le défi pour 2030 par la réalisation de 17 objectifs de développement durable ODD. La question du genre contribue directement à l'atteinte de 9 de ces objectifs de développement durable et justement, la Côte d'Ivoire a su mettre en place un mécanisme de promotion du genre qui a fait tache d'huile, puis jouer aussi un rôle en tant que pays donateur pour la réalisation des ODD. À Addis Abeba, en Éthiopie donc, l'expérience ivoirienne a été sollicitée récemment dans le cadre de la première rencontre de coopération Sud-Sud visant à impulser une dynamique commune pour la réalisation des ODD en Afrique. Et à cette tribune, le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire a été alors mis en lumière. Le compendium est un outil de création de richesse pour les femmes rurales, les femmes de tout niveau, avec le réseau d'opportunités, avec l'amélioration de leurs revenus, elles peuvent lutter contre la pauvreté. Aux côtés de la Côte d'Ivoire, 3 autres pays donateurs, l'Afrique du Sud, le Rwanda et l'Ouganda pour parler réconciliation, économie verte, autonomisation, puis élimination de la faim dans le monde, des questions qui, selon la chef de délégation ivoirienne Euphrasie Yao, conseillère spéciale du président de la République chargée du genre, ne devrait se réaliser sans l'apport de la femme. Mais le genre, ce n'est pas que la question de la femme, c'est surtout celle des inégalités entre les deux sexes, préoccupations et des solutions proposées par la Côte d'Ivoire, puis l'exemple du compendium de compétences féminines de Côte d'Ivoire, proposé aussi comme boussole pour d'autres pays. Après l'Éthiopie, Cotonou au Bénin, où la question du genre comme instrument de démocratisation a réuni plusieurs acteurs des chaînes de décision. Euphrasie Yao a insisté sur la nécessité de la formation pour ces derniers sur l'approche genre et développement. Une approche réussie d'ailleurs par la Côte d'Ivoire, dont les résultats ont valu au pays
Une chaire UNESCO consacrée à l'eau, femmes et pouvoir de décision en 2006. Et ici en Côte d'Ivoire, la Chambre des rois et chefs traditionnels s'initie également aux ODD, les têtes couronnées réunies à Yamoussoukro renforcent leur compréhension sur les objectifs du développement durable. C'est une initiative de la Direction générale de l'environnement et du développement durable, comme nous l'explique Charles Tatou. Développement durable, un véritable enjeu de société et un modèle efficace de développement. Il est source de progrès, d'opportunités et d'avantages. Ce concept s'ancre dans l'esprit des dirigeants des pays membres des Nations Unies. Ils prennent d'ailleurs des dispositions quant à la mise en œuvre de cet ensemble de 17 objectifs de développement durable avec 169 cibles. Cela dans un processus inclusif et participatif. Les ODD visent en effet à protéger la planète, à éradiquer la pauvreté et la faim, puis à garantir la prospérité pour tous. La campagne de vulgarisation de ce concept bat donc son plein. La Côte d'Ivoire s'inscrit dans cette dynamique. Et nous sommes venus non seulement informer, sensibiliser nos rois et chefs traditionnels qui sont un relais important dans la mise en œuvre des projets de développement dans nos contrées. Les rois et chefs traditionnels ont été informés sur les ODD et leurs cibles. À l'issue de leur rencontre, ils ont été conduits à la basilique pour une visite de site de reboisement. Nous avons appris qu'il ne faut pas détruire tout le système forestier pour répondre à plusieurs soucis d'ordre économique et pour maintenir la cohésion sociale. On a voulu présenter un modèle de reboisement avec les planteurs ivoiriens. Donc les 5 hectares sont les symboles du reboisement pour que l'agriculture et la forêt restent ensemble. Cette visite pour s'inspirer de la technique de l'agroforesterie afin de faire preuve de gestes éco-responsables dans leurs régions respectives. Et sur le terrain de la santé, la Côte d'Ivoire s'active pour de meilleurs résultats également. La lutte contre le paludisme s'intensifie. Les agents du programme national de lutte contre le paludisme sont en campagne à Abidjan et à Yamoussoukro. Les populations sont sensibilisées pour éviter le paludisme, qui reste la première cause de mortalité en Côte d'Ivoire, comme nous l'explique Delphine Oula. Abidjan-Yamoussoukro, 238 km environ, 3 heures de route. Les groupements de femmes ont rendez-vous avec le responsable du PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme. À celles qui tiennent les ménages, le docteur Marcelin Dougoné est venu porter le bon message, le message qui ferme la porte aux vecteurs du paludisme. Nous avons sensibilisé les femmes à la destruction de tout ce qui est gîte larvaire pour ne plus que les moustiques se développent dans notre milieu de vie au niveau de Yamoussoukro. Comme partout ailleurs, il a été aussi question ici d'identification des gîtes larvaires, des différents genres de moustiques, de l'impact du paludisme sur l'homme et de la complication de la maladie. Autant de termes abordés pour réduire le taux de cas de paludisme dans le département de Yamoussoukro, qui est de 113,37 pour 1000 habitants dans la population générale à Yamoussoukro en 2016 et 230,9 chez les moins de 5 ans. Ceci étant, on a fait appel à nos différentes présidentes pour venir écouter un peu comment se comporter désormais à la maison et puis donner l'information aux autres femmes qui sont dans les quartiers et au marché. C'est une très bonne chose parce que ce sont les femmes qui sont au foyer et puis ce sont les femmes qui produisent aussi beaucoup d'ordures. Et je pense que si elles sont convenablement sensibilisées, elles pourront faire en sorte que cette politique menée par le ministère de la Santé, le gouvernement de manière générale, puisse aboutir. Avant les groupements de femmes, le PNLP avait déjà rencontré les leaders communautaires, les présidents d'associations et les guides religieux du département de Yamoussoukro. Rappelons que le paludisme est causé par la piqûre du moustique appelé l'anophèle et que malgré les progrès, il est encore la première cause de mortalité en Côte d'Ivoire.
Le Conseil régional de Nzi met à la disposition des femmes et des jeunes de sa région un fonds garanti de 110 millions de francs CFA. Le but, favoriser l'autonomisation des femmes, l'insertion des jeunes dans des activités génératrices de revenus. 47 personnes, dont une quinzaine de femmes, sont bénéficiaires. Les prêts sont remboursables et sans intérêt. Eugène Atoubi. C'est une grande première dans la région du Nzi. L'institution du Fonds régional de garantie pour l'aide au développement économique, fonctionnelle depuis le mois de décembre 2017. Le FRAD est une initiative du Conseil régional du Nzi et mis sur pied dans le cadre de sa politique de réduction de la pauvreté, notamment en faveur des jeunes et des femmes. Déjà 47 bénéficiaires, des jeunes et des femmes, qui peuvent, pour les uns, mener des activités génératrices de revenus, les autres, développer leur activité. J'ai demandé un prêt de 500 000 francs. Et aujourd'hui, Dieu me l'a accordé. Et que Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence pour pouvoir rembourser ce qui nous a été donné. J'ai un projet de vente de riz d'exportation. Aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir bénéficié de ce projet FRAD. Je promets d'en faire bon usage. 60 millions de francs CFA sont déjà disponibles pour alimenter le Fonds régional de garantie pour l'aide au développement économique de la région du Nzi, sur un total de 110 millions de francs CFA prévus. Le préfet de la région du Nzi, préfet du département de Dimokro, Nguessan Obojak, a salué l'institution de ce fonds, le FRAD. Nguessan Obojak a surtout félicité le président du conseil régional du Nzi, Nguessan Kofi Bernard, justement, a inscrit au cœur de ses priorités le relèvement économique des populations et plus généralement la réduction de la pauvreté dans cette région, y compris le progrès des populations. Je suis donc l'homme le plus heureux en espérant, en souhaitant que ceux qui ont bénéficié de ces premiers projets l'utilisent à bon escient. Le président du conseil régional du Nzi regrette cependant, comme il l'a exprimé lors de la dernière session du conseil tenue en décembre 2017, le faible taux d'exécution du budget d'investissement. Une faiblesse selon lui, imputable à des problèmes structurels. Il se félicite en revanche de la construction de nombreuses infrastructures dans les domaines éducation, hydraulique, santé, électrification et reprofilage des pistes. On ouvre le chapitre défense de ce 20h avec la cérémonie d'arrosage de galons des militaires de la garde républicaine et du groupement de sécurité présidentielle. Ils viennent d'être promus à des grades supérieurs. La cérémonie a eu lieu à la place d'armes de la garde républicaine à Trècheville. L'événement, vous allez le voir, a été suivi d'un hommage aux militaires appelés à faire valoir le droit à la retraite. Abou Sanougou. Selon la tradition militaire, le galon du promu doit être arrosé par son supérieur hiérarchique afin d'engendrer d'autres promotions. La place d'armes de la caserne de la garde républicaine à Trècheville a été le lieu d'arrosage des galons des promus au titre de l'année 2018. Ainsi, 19 officiers et 92 sous-officiers et militaires du rang de la garde républicaine et du groupement de sécurité présidentielle ont été distingués au groupement numéro 1 à Trècheville, en présence du général de division Vagondo Diomandé, chef d'état-major particulier du président de la République, Alassane Ouattara. Une promotion qui appelle encore à plus de responsabilité et d'engagement dans leur conduite aussi bien dans les armées que dans la société civile. Que nous soyons des modèles pour tous les citoyens de ce pays. Nos comportements de chaque jour doivent refléter la droiture, doivent refléter la loyauté vis-à-vis de la nation et vis-à-vis des institutions. Soyez fiers d'arborer vos nouveaux galons. Mais comprenez aussi que cela appelle de nouvelles responsabilités qui doivent être remplies avec le plus grand sérieux. Les promus de l'année 2018 ont traduit leur reconnaissance et leur gratitude au président de la République Alassane Ouattara et s'engagent à être des modèles. Le grade consacre l'aptitude à exercer une fonction donnée. À ce titre, plus nous avançons, plus nos responsabilités s'accroissent et nous avons donc à faire face au challenge à toujours faire mieux pour mériter la confiance et l'estime de tous, surtout de nos chefs
qui nous ont permis de gravir une marche de plus. Je nous exhorte, par conséquent, à persévérer dans l'effort constant pour voir notre carrière rayonner davantage. Après avoir cumulé plus de 30 années de bons et loyaux services sous le drapeau, des militaires appelés à faire valoir leur droit à la retraite depuis le 31 décembre 2017 ont été honorés. Au niveau politique, la présidente du RDR, Henriette Dagri-Diabaté, a tenu sa première réunion de direction depuis son élection à la tête du parti en septembre dernier. Hier, au siège du Rassemblement des Républicains à la rue Le Pic à Cocody, elle a donné des orientations aux différentes missions membres de la direction, la création du parti unifié, l'organisation des élections municipales, régionales et sénatoriales. Sidonie Davila. La création du parti unifié et l'organisation des élections municipales, régionales et sénatoriales, des enjeux déterminants pour le RDR. À sa première rencontre avec les membres de la direction du Rassemblement des Républicains, Henriette Dagri-Diabaté, la présidente, a insisté sur l'engagement et la contribution de chaque membre de son équipe en vue de relever ces deux défis chers au président Alassane Ouattara. Notre président d'honneur a pris des engagements forts devant le Congrès en notre nom à tous. Il les a réaffirmés dans son message à la nation le 31 décembre. Nous devons donc travailler à traduire en actes cette volonté clairement exprimée. Dans la droite ligne de ces engagements, nous devons travailler à faire de la Côte d'Ivoire un pays stable, un pays rassemblé, un pays en paix, et ce, dans une dynamique unitaire. La présidente du RDR est aidée dans sa tâche par 34 vice-présidents, au nombre desquels Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Dans son équipe également, une secrétaire générale, Kandia Kamara, 56 secrétaires généraux adjoints et 3 secrétaires généraux délégués. La présidente du parti nous a donné des orientations quant au rôle des vice-présidents et du comité de direction. Et ensuite, elle nous a parlé de la méthodologie de travail. Donc le comité de direction va se réunir 2 fois dans le mois, pratiquement tous les 2 jeudis du mois à 18 h. Et entre ces 2 réunions, il y aura la réunion du secrétariat général, cette fois-ci présidée par la secrétaire générale que je suis. Bientôt, chaque membre de la direction du parti recevra la feuille de route renfermant ses attributions et compétences. Promesse faite par la présidente du RDR au cours de son premier contact avec l'ensemble des membres de son équipe. Henriette Dagri-Diabaté entend ainsi leur donner les moyens de relever les défis majeurs qui les attendent tous. Au PDCI, les militants de Tabo, région de l'Agnébi-Tiassa, se sont donné rendez-vous pour une rencontre sur la vie de leur parti. Le nouveau délégué départemental de Tabo a été investi, il a été installé par l'un des cadres du PDCI RDA, Jano Aoussou Kouadio. Le reportage d'Herman Divi. Tabo, localité du sud de la Côte d'Ivoire, dans la région de l'Agnébi-Tiassa, célèbre pour son nom donné à un barrage hydroélectrique du pays. C'est dans cette localité que se sont donnés récemment rendez-vous plusieurs militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, conduit par Jano Aoussou Kouadio, vice-président du parti. Il s'est agi de l'investiture du nouveau délégué départemental du parti, Alassane William Ngom, qui succède à Télésphore Kwame. L'homme prend la pleine mesure de la tâche qu'il souhaite accomplir avec la conjugaison des efforts de tous. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de détermination et de conviction que j'aborde cette nouvelle fonction de délégué, doté d'une équipe rassemblée et unie dans une même dynamique de succès. Je ne manifesterai aucun sectarisme et je serai le délégué de tous sans exception, car ce consensus le plus large naîtront des décisions plus fortes et correctement adaptées aux réels besoins à satisfaire. Le nouveau délégué départemental, par ailleurs maire de la commune de Tabo, pourra compter sur des soutiens pour réussir sa mission, au nombre desquels Jano Kouadio Aoussou, vice-président du PDCI et patron de l'événement. Le PDCI est une famille et vous venez d'intégrer la chaîne la plus ardente, le maillon le plus ardent de la famille, c'est-à-dire la délégation. Et
N'oubliez jamais de faire appel. À tout moment, nous serons là pour vous accompagner. Et comme pour marquer un autre départ pour le rayonnement du PDCI RDA à Tahabo, la pose de la première pierre pour la future maison du parti. On referme ainsi le chapitre politique de ce 20h pour évoquer à présent le volet social. Le gouvernement, vous allez le voir, vient de dépêcher la ministre Mariatou Kone pour soutenir et réconforter les familles des victimes de l'accident survenu dernièrement à Adiaké. Accident qui a fait, je rappelle, 14 morts, dont 6 enfants et de nombreux blessés. La ministre Mariatou Kone, ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, a apporté un appui financier pour l'organisation des obsèques. Mamadou Kwasi. La douleur se lit encore sur les visages des parents des victimes de l'accident de la circulation sur l'axe Adiaké et Plément. Mais l'État de Côte d'Ivoire toujours à leur côté. Après une assistance aux premières heures, la ministre Mariatou Kone, en charge de la solidarité, retourne à Adiaké. Elle y est pour apporter le soutien financier du gouvernement dans l'organisation des funérailles des personnes décédées. Chaque famille a reçu de ses mains une enveloppe de 500 000 francs CFA. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, m'envoie vers vous pour vous dire Yako pour ce terrible drame et surtout pour vous aider à pleurer nos frères, nos sœurs, nos parents qui sont partis et vous aider également à pouvoir les enterrer dignement au nom de tous les membres du gouvernement et au nom de tous les Ivoiriens. Je voudrais donc présenter la compassion et les condoléances de la nation entière, aux familles et aux parents des victimes. Une contribution qui permettra d'inhumer dignement les défunts, selon le député maire Yacouba Yensié, intervenant au nom des victimes et de l'ensemble des populations. Il a par la suite exprimé sa gratitude au gouvernement et surtout au président de la République, Alassane Ouattara. Merci à vous et vous chargez de transmettre au chef de l'État, au vice-président, au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement les remerciements des populations d'Adiaké. Les remerciements et la gratitude des populations d'Adiaké qui se sentent soulagées. Venir dire Yako à quelqu'un, ça ne réveille pas le mort, mais en même temps, ça réconforte de savoir qu'on n'est pas seul face au deuil. Et quand on a beaucoup apporté le deuil, on le supporte mieux. Pour rappel, dans la nuit du mardi 2 janvier au mercredi 3 janvier dernier, un mini-car s'est renversé dans la rivière Toumanquier, sur l'axe Éplément-Adiaké, faisant 14 blessés, 14 morts, dont 6 enfants. Les blessés hospitalisés à l'hôpital général d'Adiaké bénéficient encore d'une prise en charge médico-psychologique de la part du gouvernement. Un collège de proximité est programmé pour être construit à Kanakono, sous-préfecture située dans le département de Tengrela. Mais le site choisi pour construire divise. 2 quartiers veulent accueillir ce collège. Les populations en sont donc arrivées à la violence avec pour conséquence des morts et des pertes matérielles importantes. Mais aujourd'hui, heureusement, la paix est de retour, comme nous l'explique de façon détaillée Eugène Atouli. Il y a quelques jours, la ville de Kanakono était le théâtre d'affrontements entre populations de 2 quartiers. Aujourd'hui, cette localité, dans le département de Tengrela, région de la Bagoué, a retrouvé son atmosphère et son ambiance des jours ordinaires. Les activités économiques et champêtres ont repris. C'est difficile d'oublier, mais il faut un effort pour apaiser. Tout ce que nous demandons aujourd'hui pour que Dieu n'ait qu'à envoyer bonne entente entre eux. Nous sommes toujours dans le chemin pour demander pardon toujours. Ce retour à la normalité est le résultat des médiations menées par les autorités préfectorales du département de Tengrela et les cadres de la région de la Bagoué. Les autorités traditionnelles sont aussi acteurs de cette médiation. Les populations ont été appelées à consolider ce retour à la cohésion et à la paix. Le quartier Karaga et le quartier Falkoro peuvent se fréquenter. La paix est revenue. Quand je venais, j'ai vu un nombre de cocos dans mon quartier. C'est sûr que c'est fini. Si ce n'est pas fini, personne de l'autre côté ne va vouloir rentrer ici. Nous, on accepte, mais on a laissé ça dans la main du gouvernement. On veut que le gouvernement, la justice n'a qu'à mettre clair sur cette affaire. Si c'est nous qui est tort, si c'est nous qui n'est pas tort, il n'a qu'à mettre clair sur cette affaire. Le 25 décembre dernier, Kanakono recevait comme cadeau de Noël, contre toute attente, des palabres opposant 2 de ses quartiers, Karga et Folikro. À l'origine, le choix du site devant abriter
un collège de proximité, le premier établissement secondaire de la ville, souhaité de tous les vœux par les populations. À ce jour, le bilan fait état de 4 morts, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. Une parenthèse que les populations de Kanakono veulent oublier. Nous avons lancé un appel à la jeunesse, à la chefferie et à tout le monde pour que tous puissent véritablement s'impliquer pour le retour définitif de la paix. Passé les moments douloureux, les deux quartiers en conflit, Kanakono et Folikro, s'engagent à oublier leurs différends et à porter ensemble leur contribution à la construction du premier collège de Kanakono. Tout est bien qui finit bien, la paix est donc de retour à Kanakono. L'État ivoirien veut une autosuffisance en protéines animales d'ici à 2020. Le besoin est estimé à 600 000 tonnes. Pour combler le besoin en protéines animales, les autorités mettent en place le programme d'appui à la résilience des systèmes agro-pastoraux en Afrique de l'Ouest. Le reportage de Kader Sorodogo. Le secteur de l'élevage, dont les filières bovines et ovines sont concentrées dans le nord du pays, a connu des moments difficiles lors de la décennie de crise. Pour repeupler les différents parcs, plusieurs initiatives existent. Dans la région du Djologo, l'exemple de la coopérative des éleveurs professionnels de Fekese-Dougou, CEPF, vient à propos. Créée le 12 octobre 2016, cette organisation compte à ce jour plus de 500 éleveurs avec environ un cheptel de 200 000 bovins et 150 000 ovins. À travers elle, la Côte d'Ivoire est rentrée dans le PASAO, le programme d'appui à la résilience des systèmes agro-pastoraux en Afrique de l'Ouest. Faciliter la transhumance, le commerce du bétail, réduire les conflits avec les agriculteurs et renforcer le cheptel ivoirien sont mis en avant. L'arrivée du PASAO nous permet de mettre en place ces infrastructures, de mettre en place une certaine cohérence dans ce que nous faisons ensemble avec les agriculteurs et les éleveurs, de sorte à pouvoir utiliser de façon rationnelle la surface qui nous est donnée. Des pôles de formation avec l'ONG française Acting for Life sont organisés. Après Fekese-Dougou et Wongolo-Dougou, c'est le tour de Congo. Il faut parfaire la connaissance des éleveurs. Dans la nomenclature technique, si nous prenons les bovins, le jeune mâle, le jeune qui vient de naître jusqu'à l'âge de 2 ans, c'est un veau. Si c'est une femelle, on appelle ça une velle. Le veau, il grandit, il devient un taurillon. Ça veut dire qu'il est entier, il peut devenir un géniteur plus tard quand il va grandir. On a, à l'âge même de 2 ans, 3 ans, ce jeune taurillon qu'on peut castrer. Et s'il est castré, on l'appelle un bouvillon. Dans le langage technique, celui qui conduit les bouvillons, c'est celui-là qu'on appelle le bouvier. Mais celui qui s'occupe des animaux, donc qui va au pâturage avec, qui conduit les animaux, c'est généralement le berger. Le gouvernement ivoirien attache du prix à cette initiative. La cohabitation entre éleveurs et agriculteurs n'a jamais été facile. Et ce type d'atelier qui permettent donc de rapprocher les uns et les autres pour une meilleure compréhension, pour une meilleure cohabitation, on ne peut que soutenir ce type d'activité. Des éleveurs formés reçoivent des attestations qui témoignent de leur capacité à contribuer à l'autosuffisance en protéines animales de la Côte d'Ivoire. Le pays veut atteindre les 600 000 tonnes d'ici 2020. Et loin de la Côte d'Ivoire, au moins 25 personnes sont mortes noyées au large de la Libye dans le naufrage d'une embarcation transportant jusqu'à 150 migrants. La marine italienne est sur place pour retrouver des survivants. Selon les gardes-côtes italiens, 85 personnes ont été secourues et 8 corps ont été repêchés pour l'instant. On ouvre maintenant la page culture de ce 20h avec de la littérature. La journaliste écrivaine Anzata Ouattara, auteure de Les coups de la vie, était récemment en tournée dans plusieurs villes de l'Est de la Côte d'Ivoire. Objectif, faire la promotion de ses productions et surtout encourager les populations de cette partie du pays à lire. Issa Chonayeo. Une tournée littéraire pour inciter les populations de l'Est de la Côte d'Ivoire à la lecture. L'écrivaine Anzata Ouattara, auteur des coups de la vie, a sillonné les villes d'Abengourou, de Tanda, Bondoukou et Bouna. La journaliste écrivaine a profité de l'occasion pour faire la promotion de ses œuvres et d'inviter l'ensemble de la population à lire davantage. Communion parfaite
et engouement réel des populations autour du livre. Anzata Ouattara n'entend pas s'arrêter à cette tournée de l'Est de la Côte d'Ivoire. Elle a promis sillonner toutes les régions du pays afin de faire du livre le compagnon fidèle des populations. Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Nous retrouvons M. Laga Philippe. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, vous venez de publier un livre sur les clés de la réussite scolaire et estudiantine. Dites-nous quelles sont ces clés et en quoi elles sont incontournables pour les élèves et étudiants. D'abord, heureuse année à vous. Merci. Et à tous les téléspectateurs. Et surtout, merci aux responsables de la RTI qui ne ménagent qu'un effort pour que les jeunes que nous sommes puissions faire sortir notre potentiel. Et ce soir, vous avez décidé de montrer le potentiel des élèves et étudiants. Alors, dites-nous quelles sont les clés du succès pour ces élèves et étudiants. Ok, rapidement, l'une. Vous avez cité 5 clés dans votre ouvrage. Oui, il y a plusieurs clés, mais rapidement, je dirais que l'amour des études est la chose la plus importante d'abord, avant qu'on entre dans tous ces détails. L'amour des études, c'est la chose la plus importante. Maintenant, dans l'ouvrage, vous avez parlé de ces 5 clés, évidemment, mais je saute rapidement, je vais, puisqu'on n'a pas assez de temps. Allez-y, on a le temps pour le moment. Oui, et voilà. Il y a ce que je dis, les 20 erreurs monumentales qu'un étudiant ou un élève doit éviter. On a l'utilisation du téléphone portable en classe. Aujourd'hui, les étudiants sont là, sur leur laptop, leur portable, ils ne veulent pas étudier. Donc, il faut éviter... L'utilisation du téléphone portable en classe. Il y a la tricherie aussi. Les élèves aiment tricher. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les MST, à ne pas confondre avec les maladies sexuellement transmissibles. Ça veut dire quoi? Il y a les moyennes sexuellement transmissibles. Et je m'adresse à la jeune féminine. Sont-elles que ça donne souvent à ce genre de trucs? Également aussi aux hommes, parce que c'est eux qui entraînent cela aussi. Oui, c'est un prof inconscient, excusez-moi le mot, parce que... Donc, éviter les MST, les moyennes sexuellement transmissibles. Il faut éviter de manger en classe. Il y a des élèves qui aiment manger en classe, il faut l'éviter. Il y a d'autres qui aiment bavarder en classe. Ça, ce n'est pas bon. Quand tu te mets sur ce chemin, tu vas échouer. Il y a dormir, il y a d'autres qui prennent la salle de classe comme si c'était un doctorat. Non, la salle de classe, c'est un lieu où on acquiert de la connaissance. Il y a certains élèves qui se donnent à la consommation de la drogue. Ça n'est pas bien. Donc, ça ne peut pas les permettre d'étudier. Maintenant, quand on parle des clés, il y a ce qu'il ne faut pas faire. J'ai rapidement ramassé des erreurs à éviter. Maintenant, ce qu'il faut faire, qu'est-ce que les meilleurs étudiants, les meilleurs élèves font? Qu'est-ce que certains grands leaders de l'humanité ont fait? Il y a par exemple, je prends la lecture. Au cours de mes recherches, tout ça, j'ai fini par comprendre que les leaders dans tous les domaines ont été de très très grands lecteurs. Je vais vous prendre des exemples. Le président Abraham Lincoln, qui est né dans des conditions très difficiles, en hiver, il était issu d'une famille très pauvre, mais à un moment donné, il a senti qu'il devait s'instruire. Qu'est-ce qu'il faisait? Et il y a un de ses biographes, Bernard Vincent, qui, dans une biographie intitulée Lincoln, l'homme qui changea l'histoire des États-Unis, il dit que Lincoln parcourait plus de 50 km. Donc, il aimait lire. Il aimait lire. D'accord. Alors, votre ouvrage a intéressé également notre confrère Issa Tchema-Yeo. Oui. Il a résumé les clés de la réussite scolaire et estudiantine. On va regarder et en discuter par la suite. OK. Bonne nouvelle pour les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Ils disposent d'un instrument d'accompagnement pour réussir leur parcours scolaire et universitaire. Une œuvre existe désormais, l'ouvrage « Les clés de la réussite scolaire et estudiantine » de Laga Philippe propose des techniques et des façons de faire pour jouer en leur faveur. 6 chapitres. Ce livre de 80 pages expose les aspirations d'un auteur qui veut montrer que l'échec scolaire et universitaire ne peut en aucun cas être une fatalité. C'est pourquoi, dans sa démarche scientifique et littéraire, il invite les élèves et étudiants à l'auto-évaluation, à l'amour pour les études, au développement de l'attitude mentale de succès, à la persévérance et bien d'autres valeurs indispensables à la réussite. L'auteur ne se contente pas seulement de donner sa recette du succès, mais il ponctue cela par des exemples d'hommes de valeur à travers le monde. Des noms comme Napoléon Hill, le physicien Newton et d'autres sont cités pour galvaniser les jeunes. En somme,
Ce livre est une boussole pour orienter les élèves et étudiants sans difficulté dans leur cursus scolaire et universitaire. Voilà les élèves et étudiants qui nous regardent. Oui. Actuellement, nous sommes en pleine rentrée scolaire, estudiantine également. Oui. Qu'est-ce qu'ils devraient retenir d'essentiel pour réussir leur année scolaire ou estudiantine? L'essentiel que les étudiants et élèves doivent retenir, c'est qu'ils doivent se considérer d'abord comme étant la clé de voûte du développement de cette nation et de l'Afrique par ricochet. Parce que beaucoup d'intellectuels aujourd'hui pensent que les problèmes de l'Afrique viennent de l'Occident. Certes, c'est vrai. Mais nous-mêmes, nous avons notre part de vérité. Et Mandela dira que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer l'humanité. D'accord, donc il faut aimer les études, il faut aimer lire. Voilà. Ensuite, vous avez parlé de désir. Oui. Vous avez parlé de désir d'abord, de décision également dans votre ouvrage. Il faut désirer, parce que quand on aime, on désire. Quand on aime une chose, on désire, on met à fond le travail qu'on fait. Et je parle de la persévérance, parce qu'il y a d'autres qui sont issus des conditions assez misérables. Moi, par exemple, j'ai arrêté mes études en année de BTS parce que je n'avais pas les moyens pour continuer. Mais cela ne m'a pas empêché d'enrichir ma connaissance livresque. D'accord. Par Internet aussi, par les bibliothèques, voilà. D'accord. Alors, pour ceux qui sont actuellement en classe, pas en classe d'examen, vous allez parler également de ceux qui sont en classe d'examen. Comment faire pour réussir son examen de fin d'année? Comment faire pour avoir de bonnes notes lors des interrogations et devoirs? Comment faire? Il faudrait Vous avez donné des techniques? Des techniques. Voilà, il faudrait que l'étudiant d'abord soit discipliné. La discipline. La discipline appelle au respect des enseignants et de tout ce qui concourt à l'éducation. Il y a l'autodiscipline. Savoir se reposer à temps, lire, faire ses exercices à temps, c'est ce qui est très important. Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Maintenant, réviser tout ça aussi, ces leçons. En révisant ces leçons aussi, voilà. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, M. Laya Philippe, d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. C'est un ouvrage donc, qui devrait intéresser les élèves et étudiants, ceux désireux donc, de réussir leur année scolaire et estudiantine. Merci d'avoir été avec nous ce soir. On va terminer par les États-Unis d'Amérique, où la publication d'un livre écrit par un journaliste américain pointe du doigt la gestion de la Maison-Blanche par le président Donald Trump. Ce livre met en cause la capacité du président américain donc, à exercer sa fonction de président, une publication pas du tout appréciée par la Maison-Blanche, comme nous l'explique Herman Divé. Voici le livre qui rend Donald Trump fou de colère. Il s'intitule Fire and Fury Inside the Trump White House. Traduction en français, Feu et fureur à l'intérieur de la Maison-Blanche de Donald Trump. L'auteur de ce livre, le voici, l'éditorialiste américain Michael Wolff. L'ouvrage livre des détails plutôt embarrassants sur la Maison-Blanche sous l'administration de Donald Trump. L'auteur mentionne dans son livre que l'humeur n'était pas du tout à la fête dans le clan Trump le soir des résultats de l'élection, tant Donald Trump n'était pas du tout sûr de l'emporter. Sorti depuis hier vendredi dans les rayons des librairies, l'ouvrage s'arrache comme de petits pains. Il serait numéro 1 des ventes sur certains sites de téléchargement. Nous avons épuisé nos stocks de 30 exemplaires en 20 minutes. On en aura plus d'ici la semaine prochaine et on espère en recevoir plus. Tous mes amis sont impatients de voir ce livre sortir aujourd'hui et je suis tellement heureux qu'il est sorti une semaine plus tôt. J'ai hâte de le lire. Je vais probablement le finir d'ici la fin du week-end. Un livre qui plonge la Maison-Blanche dans l'embarras et qui raconte combien la première année de pouvoir de Donald Trump par son auteur fut marquée par le chaos permanent. Des propos et écrits diffamatoires, des écrits infondés selon le président américain, même si Michael Wolff, l'auteur du livre, assure avoir réalisé environ 200 interviews aux proches de Donald Trump, ainsi qu'à l'homme d'affaires lui-même. Le président américain a affirmé sur Twitter n'avoir jamais accordé d'interview à Michael Wolff. Feu et fureur à la Maison-Blanche de Donald Trump, un livre qui dérange, un livre qui tire à boulet rouge sur la présidence de Donald Trump. Voilà, merci d'aimer la lecture. Très belle soirée sur RTI1. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure.